Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la thématique de la sous-traitance pour les donneurs d'ordre qui souhaitent engager leurs formateurs dans l'obtention de la certification Calliope. Je vous pose une première question pour m'assurer que la qualité du son et de l'image est bonne. Donc, je vous invite à répondre directement dans le chat. Donc, merci de répondre à la question suivante. Quelle est la qualité du son et de l'image? Alors, merci pour vos retours. Merci Laure, merci Vincent, merci Michel, merci à tous et à toutes pour vos réponses. Donc, je comprends que la qualité est bonne. On va pouvoir passer à la suite. Donc, quelques rappels avant de démarrer le webinaire au nombre de 4. Le premier, merci de couper votre téléphone, en tout cas de le mettre en silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième, concerne l'utilisation des onglets que vous avez à disposition via le webinaire. Deuxième geste, l'onglet chat pour interagir entre vous, réagir aussi à nos questions. Et autre onglet à bien différencier dans son utilisation, puis qui va concerner vos questions. Donc, utilisez-le pour nous faire parvenir vos interrogations et notre objectif sera d'y répondre, soit à l'oral en fonction du contenu de la slide ou à l'écrit directement depuis le canal. Et enfin, quatrième et dernier point, c'est le focus. Donc, focus sur le support présentation et aussi la voix des intervenants. Je vais présenter depuis le support. Donc, je suis avec François aujourd'hui. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis le président d'ICPF et les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité et formation. Je m'y consacre depuis plus de 30 ans et je suis très heureux d'échanger avec vous sur la sous-traitance pour les actions CPF. Et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication chez ICPF depuis 2021, donc ce qui me permet au travers de mon exercice, donc ces fonctions, donc d'avoir cette maîtrise dans l'écosystème de la formation professionnelle, de par l'animation des webinaires, mais aussi de la documentation que je peux récupérer et la rédaction d'articles pour toujours vous faciliter davantage vos activités en formation professionnelle. Donc François, nous avons un plan aujourd'hui en 5 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF. Ensuite, deuxième partie sur les obligations du fait de la réglementation sur la sous-traitance. Troisième partie sur la régulation de ce marché au travers de la sous-traitance. Quatrième point, comment engager ses sous-traitants dans la démarche d'obtention de la certification Calliope. Et enfin, cinquième et dernier point, ce sont les questions et les réponses. Donc, vous avez la possibilité tout au long du webinaire d'utiliser le canal questions à l'écrit pour nous demander plus d'informations sur un point. Et donc, cette séance de questions-réponses, à la fin, servira à traiter tout ce qui n'aurait pas pu être vu précédemment. Donc François, pour introduire le sujet, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors cette année, ICPF fête ses 30 ans. L'activité sur laquelle ICPF s'est créé, c'était la certification des professionnels entendus comme personnes physiques. Et là, vous avez des photos récentes de quelques-uns de nos certifiés. Et nous avons pris le virage en 2019 de Calliope, ce qui nous a permis de connaître un fort développement. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui sur le slide qui suit. Donc nous avons une plateforme digitale, c'est un investissement très important de plusieurs millions d'euros qui nous permet de vous délivrer un service de qualité et avec une grande fiabilité. En fait, un certificateur gère des documents et des certificats. Il faut un registre, il faut un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de traiter rapidement et avec efficacité vos différentes demandes. Nous sommes, pour un certificateur de notre taille, notre originalité, c'est d'être dédié à la qualité de la formation
et enfin d'avoir et d'asseoir cette compétence technique sur un nombre de personnes, en particulier des auditeurs salariés. On en a 16 aujourd'hui et nous sommes le seul à avoir recours dans un nombre aussi important à des auditeurs salariés. Enfin, on forme aujourd'hui autour de nous, il y a un écosystème de 7 000 entreprises. Ça va du formateur, indépendant jusqu'à, le groupe Galileo. Donc on a une grande variété de clients qui sont tous des acteurs de la formation et on a aussi 1 200 certifiés pros qui nous apportent et nous enrichissent par leur expertise. Alors, on utilise, à chaque webinaire ce schéma, François, qui est l'escalier de la qualité, qui permet de poser le contexte et aussi donner, la marche à suivre pour, les professionnels qui souhaitent développer leur activité aujourd'hui sur le marché. Donc au regard de la thématique, où se positionne, la marche du CPF et de la sous-traitance? Alors la la formation est un secteur qui est, d'une part indispensable et d'autre part qui est très attractif. C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes veulent, pratiquer la formation, veulent faire de la formation. En France, on a un record mondial, c'est un record mondial du nombre d'organismes de formation enregistrés, à savoir qu'aujourd'hui, on atteint le nombre de 150 000 alors qu'ils sont, 6 000 en Allemagne. Donc on a choisi un système où on multiplie, on favorise la multiplication des organismes de formation. Alors ça se traduit par une liste des organismes de formation et des numéros de déclaration d'activité. Donc la première marche, c'est le numéro de déclaration d'activité. La deuxième marche qui s'impose maintenant depuis 2019, c'est la certification Calliope qui concerne aujourd'hui environ 50 000 organismes. Ce nombre est en croissance de 3 sur 2025 et il va s'étendre d'ailleurs il va s'étendre à l'ensemble de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que on l'a annoncé ce matin au ministère du Travail et au ministère de l'Éducation. C'est-à-dire qu'on passe d'une certification Calliope qui était obligatoire pour pouvoir faire bénéficier les stagiaires des financements publics à une certification Calliope qui est obligatoire pour les enseignements d'établissement supérieur, ce qui amène à des certifications RNCP, c'est-à-dire même si la certification n'est pas financés par des fonds publics. Donc là, on a un changement radical de l'état d'esprit dans lequel cette certification a été pensée, c'est-à-dire c'était vraiment un signe de qualité pour les formations et c'est un signe qui permet de protéger le stagiaire, l'apprenant, quel qu'il soit. La troisième marche, c'est le CPF, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'agit de rendre son offre certifiante. Alors là, ce qui est d'ailleurs a été annoncé ce matin, c'est qu'on va renforcer les exigences en matière d'habilitation et renforcer le fait que être certificateur de compétences, c'est un métier et être organisme de formation, c'est un autre métier. Et on veut aujourd'hui faire en sorte que ce système entre certificateur et organisme de formation fonctionne de manière plus efficiente. Enfin, vous avez la quatrième marche et là, on rentre dans ce qu'on appelle la certification volontaire. C'est un acte qui va permettre à votre organisme de se différencier. Donc, on a l'axe du formateur avec la certification pro et l'axe du système de management avec la certification ISO 9001 ou la certification ISO 21001. Donc on a vu donc le contexte de la formation professionnelle, François. On va, maintenant faire la transition vers, la thématique de la sous-traitance à proprement parler, notamment au travers, du décret, des différentes obligations. Et donc, avant de ce faire, je vous pose une seconde question à laquelle, je vous invite à répondre directement dans le chat. Quelles sont vos préoccupations concernant la sous-traitance, notamment en tant que donneur d'ordre? Pour nous, ce sera l'occasion de pouvoir, y répondre directement et de vous apporter les éclaircissements nécessaires pour, favoriser votre activité. Alors je vois que certaines personnes sont en train d'écrire. Je vais laisser, quelques secondes et puis, alors François, je te alors une préoccupation partagée par Quentin: «Plus aucun formateur ne souhaite être salarié». Donc 1 préoccupation.
Ils ne veulent pas être Calliope, oui, oui, c'est Mmh, un une le sous-traitant préoccupation n'intervient que quelques heures dans l'année. préoccupation de Laura: «Est-ce que mes formateurs en sous-traitance ont besoin d'avoir leur propre certification Calliope ou le NDA suffit?» Vérification du NDA, ouais. Préoccupation de Stéphane: «Quels sont les» alors je ne vois plus, ça défile. Ils ne veulent pas se préoccuper de l'administratif, ouais. Le Heu, coût de la certification pour le sous-traitant, un NDA suffit-il? Comment survivre en tant qu'OF avec toutes ces obligations et coûts? La question du NDA pour nos sous-traitants est une préoccupation. Nos formateurs ne sont pas localisés en France. À partir de combien d'heures de formation un formateur auto-entrepreneur doit passer Calliope? Merci pour vos retours. Ça nous offre un bon aperçu de ce qui vous préoccupe aujourd'hui sous la sous-traitance. La bonne nouvelle pour vous, c'est que EDE, l'ensemble des sujets oui, vont il y a être un traités. point important là, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a évolué, c'est qu'effectivement, il y a la pour les prestataires qui sont, référencés sur EDOF, vous devez, remplir la déclaration de sous-traitance. Mmh. Oui, on aura d'ailleurs une slide dédiée Alors sur il y le a il y a webinaire. l'obligation, voilà. Et tout le monde voit le chat, hein? Oui, tout le monde Oui, voit le OK, chat, voilà. Donc, vous participants, voyez en les interne, vous préoccupations. avez, Bon, c'est très intéressant. on va avoir l'occasion d'ailleurs au travers du webinaire de rentrer dans le détail sur ces, différentes préoccupations et je vous invite à formuler vos questions au travers de l'espace, correspondant, si vous ressentez le besoin d'avoir davantage de précision. Alors donc pour revenir enfin pour aller rentrer sur, le sujet du décret, François, quels sont les 4 objectifs principaux de ce qui a été, ce qui est arrivé? Alors on va alors, bon, enfin vous voyez tous, de manière très concrète qu'on on est dans une démarche qui a commencé, en décembre 2023 avec un décret. Donc l'objectif de ce décret, c'était de il il était quadruple. Il y a un principe général qui persiste encore, c'est de lutter contre la fraude. Donc la fraude, qu'est-ce que c'est? La fraude, c'est que je me référence sur EDOF, je fais une action de formation, je déclare la réalisation d'une action de formation qui en fait n'a pas eu lieu et je me fais payer. Donc ça, c'est la fraude. Force est de constater qu'elle a, beaucoup diminué, qu'un certain nombre de il y avait 2 voies pou enfin il y avait 2 moyens de l'éviter. C'est un, empêcher, l'organisme d'avoir Calliope et de se référencer. Voilà. Et la deuxième voie, c'était de contrôler l'action de formation. Voilà. Donc on a renforcé, les critères de référencement sur EDOF. Voilà. Ensuite, on avait ce problème de la sous-traitance sur lequel on va revenir, mais il s'agissait de bien établir que le donneur d'ordre est responsable, de la qualité de son sous-traitant, dans le sens où ça apparaissait que ce n'était pas établi de manière claire. Enfin, c'était de mettre fin au portage Calliope, qui était une dérive de contournement, c'est-à-dire que pour une action de formation donnée, on loue, la certification Calliope d'un autre. Mmh. Donc ça, c'était les 4 objectifs du décret. Alors, comment ça a été appliqué? Donc, on va le voir après, je pense, la salle suivante. Voilà. Alors, EDOF, donc la Caisse des dépôts, vous demande que à ce que le contrat de sous-traitance précise 6 modalités. Donc il faut qu'il y ait un contrat, mission, contenu et sanction, moyens et conditions de réalisation, durée, période de réalisation, montant. Donc par rapport aux usages en matière de formation professionnelle, là, le contrat est obligatoire pour pouvoir le transmettre éventuellement à la Caisse des dépôts. Ensuite, et on a une question en ce sens, 20% du chiffre d'affaires déclaré sur mon compte formation doit être réalisé directement par le donneur d'ordre. C'est-à-dire que on ne veut pas des donneurs d'ordre à 100% comme entreprise référencée sur EDOF. Deuxième point,
interdiction de la sous-traitance en cascade, ce qui de fait, interdit le portage Calliope, c'est-à-dire que le sous-traitant doit réaliser l'action lui-même. Quatrième point, le sous-traitant doit être certifié Calliope. Donc on verra après qu'il y a des exceptions, mais le sous-traitant doit être certifié Calliope. Alors j'ai bien enregistré qu'il y a des questions en termes de volume, on verra, dans le détail comment ça se traite. Et le sous-traitant est habilité par un certificateur professionnel. Là aussi, c'est un point où on reporte une partie de la pression, de la régulation de la qualité sur le certificateur et qui, dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça, mais on pourra y revenir. Alors et enfin, le sous-traitant est référencé lui-même sur mon compte formation et donc il a accepté les CGUS. Alors, qui n'est pas concerné? Le sous-traitant doit disposer d'un numéro de déclaration d'activité et s'il a le statut microsocial, c'est-à-dire, micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur et s'il réalise un chiffre d'affaires inférieur à 77 000 €, il est considéré comme, on va dire, assimilé salarié et donc il n'a pas à être certifié de Calliope et vous pouvez le déclarer comme tel à la Caisse des dépôts. Alors, on a une question, qui me semble essentielle puisque c'est le point de départ posé par Frédéric. L'obligation EDOF concerne le CPF. Oui, donc c'est bien de ça qu'on parle et heu, on parle uniquement d'actions, enfin d'actions financées par le CPF. C'est surtout ça, ce qui est important. Oui, en fait, EDOF, c'est la plateforme, c'est le nom de la plateforme de la Caisse des dépôts, et donc c'est, tous ceux qui ont le problème, ils, savent très bien, ce que c'est que d'être référencé sur EDOF. Voilà, alors là, effectivement, quand on vient d'un autre enfin, quand on pratique d'autres actions de formation, aujourd'hui, la certification Calliope n'est pas obligatoire pour le sous-traitant. Slide suivant. Donc qui, est responsable de cette mise en place? Voilà, alors les sanctions, la suspension des paiements, le déréférencement menace le donneur d'ordre. Donc c'est le donneur d'ordre qui doit prendre des initiatives et c'est le donneur d'ordre qui doit obtenir la certification Calliope de ses sous-traitants. Donc on va passer maintenant à la troisième partie, donc l'aspect, régulation. Comment, Alors on va traiter après la question de l'intervention ponctuelle parce que ça c'est une question, qui concerne toute la formation professionnelle. donc au travers de ce qu'on a pu voir, sur, les 4 objectifs du décret, les 6 points sur la mise en œuvre, en termes de régulation, comment, la Caisse des dépôts s'organise pour assurer que, heu, dans les faits, l'organisation soit bien conforme au texte de loi? Donc François, que peut-on dire sur l'aspect contrôle et sur l'aspect, déclaration? Alors en fait, la Caisse des dépôts a lancé 2 initiatives, d'une part des contrôles, donc il va y avoir des contrôles, heu, qui vont être conduits entre le 1er avril enfin, il y a une période de contrôle qui va démarrer qui va porter sur la période entre le 1er avril, 2024 et le 31 décembre 2024. Donc là, il y a des contrôles avec un référentiel qualité, c'est-à-dire la Caisse des dépôts va contrôler des organismes pour voir si les actions de formation que vous avez menées sont conformes au référentiel Calliope, alors vu de la côté du service fait, vu de la côté de l'exécution des prestations qui ont été passées sur EDOF. Donc ça, c'est des contrôles qui vont avoir lieu à partir de maintenant qu'on commencé et qui ont déjà eu lieu. Donc d'une part, une partie contrôle et d'autre part, une, heu, une partie de télégration de la sous-traitance. Donc l'un d'entre vous, à minima, est concerné, c'est-à-dire que vous devez déclarer vos sous-traitants. Alors c'est, a priori les organisations qui ont plus de 50 sous-traitants. Donc là, vous devez déclarer vos sous-traitants et attester le fait qu'ils ont Calliope. Sur la déclaration, ce qui a été mis en place sur la plateforme, c'est, un formulaire qui, est organisé
par sous-traitant pour les organisations où on a moins de 50 et ce que souhaite mettre en place, la Caisse des dépôts, c'est qu'il y ait un l'import d'un fichier, sur des volumes qui soient plus importants où on est, 50 voire plus de sous-traitants pour, je pense simplifier la vérification, puisque la plateforme ne permet pas d'aller jusqu'à autant de sous-traitants d'un coup. Donc là, on est dans 2 initiatives. Une initiative de contrôle qui va concerner, je crois c'est environ, 1 000 organismes sur, 2025 Oui, et une déclaration pour, pour tous les organismes en fait. pour l'ensemble Ah des voilà et organismes, l'import d'un fichier c'est, ah oui, si vous avez soit moins de 50 vous les déclarez un par un oui, dans le formulaire et plus de 50 vous mettez un fichier. c'est ça, exactement. J'ai compris. Et on l'attendait depuis, plusieurs mois, voire même plus d'un an. C'est, la fameuse FAQ de la DGEFP qui a été publiée, très récemment sur, le site internet du ministère du Travail. Dans cette FAQ, on retrouve des explicitations autour de 6 axes, donc notamment sur les dispositions générales, le périmètre ou l'entrée en vigueur du décret, les formateurs à l'étranger. On a vu que c'était une préoccupation, dans, les messages qu'on a pu récolter. Les obligations du sous-traitant, le contrat de sous-traitance, donc au travers des 6 modalités qu'on a pu, détailler, l'encadrement de la proportion du chiffre d'affaires sous-traité et la sous-traitance d'une partie des actions éligibles au CPF. Donc on ne va pas rentrer, dans le détail de ces 6 axes. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vous rendre, directement sur le site, du ministère du Travail pour les personnes qui souhaiteraient, aller plus loin sur l'un de ces axes, qui en tout cas mériterait d'être plus, explicité. Oui, nous ce qu'on on va traiter les questions les plus générales et on va pas traiter des questions précises qui ne concernent que vous ou qu'un très petit nombre d'entre vous, hein. Donc la préoccupation, essentielle qu'on a identifiée dans cette, mise en conformité, c'est déjà d'identifier, qui sont les sous-traitants concernés, pas concernés et comment vérifier de cela. Donc on parle de conformité, je vous invite à répondre directement dans le chat. Comment vérifiez-vous la conformité de vos sous-traitants, d'un de vos sous-traitants, pour savoir la direction qu'il va devoir prendre ensuite? Je vous invite à répondre dans le chat et je pense que parallèle, on va pouvoir répondre à quelques questions. Alors, je vois que Anne vous a partagé le lien de la FAQ. Merci Anne, ce qui permet à tout le monde d'en profiter. Une question de Patricia, donc c'est l'organisme de formation qui doit financer Calliope pour son sous-traitant. Alors, en fait hem, le donneur d'ordre, vous devez exiger que le sous-traitant ait Calliope et c'est vous qui en êtes responsable. Donc de ce fait, sur l'aspect économique de la relation, il est clair que, hem, l'offre et la demande, ça va jouer et qu'à terme, bah, il faut que le sous-traitant rentre, enfin rentabilise l'investissement de Calliope, heu par en effectuant, vos formations ou en effectuant son activité de sous-traitant, hein. Donc là, en termes économiques, il faut si, Calliope, c'est 60 € par mois, donc il faut que le sous-traitant, heu, sur la durée, il gagne 60 € par mois de plus, que quand il n'avait pas Calliope et là, il est, on va dire, il a amorti l'investissement. Voilà, s'il dégage 60 € de plus de chiffre d'affaires par mois, il démontre sa qualité et voilà. Donc il y a la question économique, elle est à traiter. Alors après, les relations entre formateurs et sous-traitants, enfin entre formateurs et donneurs d'ordre sont, heu, chaque écosystème, chaque organisme de formation a ses usages, mais c'est clair que la dimension économique ne peut pas être ignorée. Heu, la certification, ça doit être rentable. Si vous exigez quelque chose de quelqu'un, il faut qu'il y trouve son compte. Donc soit la sécurisation des formations, soit, l'assurance d'un certain volume, soit un tarif plus élevé.
Une question également posée par Marc. L'action ponctuelle d'un intervenant rentre-t-elle dans le cadre du décret? Quelle est la question? Marc demande si le fait d'avoir un intervenant qui intervient de manière ponctuelle le rend Alors, concerné. alors ça fait partie des c'est la question, c'est une question récurrente. Alors cette question-là, elle, les organismes de formation la posent pour déjà enfin là, ça concerne tous les organismes de formation puisque c'est une question qui se pose lorsque, on a le numéro de déclaration d'activité. Donc le numéro de déc alors c'est la même réponse, hein. Le numéro de déclaration d'activité est obligatoire, pour le sous-traitant. Donc ça, c'est dans la réglementation de la formation professionnelle, c'est obligatoire. Si le donneur d'ordre fait travailler un sous-traitant sans numéro de déclaration d'activité, il a un contrôle de l'adresse, il peut avoir une amende de 4 500 € par action de formation. Donc là, il y a un dispositif qui, indique clairement que le sous-traitant doit avoir un NDA et pour Calliope, c'est pareil, il doit avoir Calliope. Maintenant, il s'avère que dans l'appréciation, hem, après il y a 2 cas. Il y a un cas où en fait c'est une intervention c'est une intervention ponctuelle, un professeur de médecine qui intervient pendant 2 heures durant une formation. Dans le cas d'événements particuliers, un formateur qui va faire 1 ou 2 jours de formation par an, c'est un professionnel. Donc là, je dirais, il en matière de NDA, il y a parfois une tolérance, c'est-à-dire qu'on admet, ce fait-là et c'est une question de présentation de la part de l'organisme de formation. C'est-à-dire qu'il faut présenter l'animateur essentiel, enfin l'animateur qui anime toute la formation et pas, l'intervenant, ponctuel. En fait, l'intervenant ponctuel, il apparaît en second dans l'action de formation. Je vous donne une réponse très concrète, hein, voilà. Dans la réalité des faits, c'est un ensemble, qui contribue à la faible qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la qualité de la formation, les exigences augmentent et c'est de plus en plus difficile de faire ça ponctuellement et que donc c'est normal que ce système-là dans lequel on s'est installé, où on utilise des formateurs 1 ou 2 fois par an ou 1 ou 2 jours par an, ce système-là, on peut dire que l'État, les partenaires sociaux sont de moins en moins favorables. Il existe une tolérance, mais dans le fond, c'est pas très adapté. On va vers une professionnalisation de la formation et l'amateur, même s'il a, un grand savoir-faire, qu'il intervienne ponctuellement en tant qu'expert, c'est une chose, qu'il intervienne en tant que formateur, c'en est une autre. Voilà. Donc, c'est clair que c'est une, c'est cette, enfin, là, je vous dis quelque chose en extériorité, hein, moi, j'ai aucun intérêt, mais, ce que je comprends, moi, c'est qu'on va durcir les conditions parce que c'est la porte ouverte à des abus et en fait, si déjà, tous les sous-traitants avaient un NDA et tous les sous-traitants lourds, ceux qui interviennent, on va dire plus de 10 jours par an avec Calliope, on n'en serait pas là aujourd'hui et ce problème-là, on n'en est pas vraiment un. En fait, c'est pas un problème si votre formateur, il intervient 1 heure par an ou 1 jour par an ou 2 jours par an ou 3 4 jours par an. Ça pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est quand, vous avez un micro-organisme de formation qui a juste Calliope et juste EDOF et derrière des structures qui font intervenir des sous-traitants et on ne sait pas qui, on n'a aucun contrôle sur qui effectue réellement la formation. C'est ça qui pose problème, hein. Le problème n'est pas sur les formateurs qui interviennent, ponctuels. Le problème n'est pas là. Le problème est sur les sous-traitants lourds qui interviennent régulièrement. Merci François pour cette réponse détaillée. On a des réactions à la question donc sur, la vérification de la conformité du sous-traitant. Heu, j'ai l'impression qu'il y a déjà une organisation qui est en place par certains des participants, notamment, avec Kelly qui indique avoir une liste de documents, qui est demandée à ses sous-traitants, qui doivent lui envoyer chaque mois. Donc on voit qu'il y a une récurrence, sur ce suivi. D'autres effectuent une vérification annuelle, comme Pascal qui demande plutôt la partie NDA et chiffre d'affaires voir Calliope si, ces 2 premières conditions demandent aux sous-traitants d'avoir la certification Calliope, hem et
qui indique aussi les plans de cours, les feuilles de présence, les notes pédagogiques. Il y a des compléments comme le CV, les diplômes indiqués par Laura ou par Yves, pour compléter cette liste. Merci pour, vos retours. On va vous présenter, dans quelques instants notre, version de la vérification de la conformité, d'un sous-traitant qui se base d'une part sur, vos retours et des moyens pratiques pour accéder à ces éléments. Alors pour, reprendre sur le support, ce que l'on voit notamment au travers du référentiel Calliope dans sa neuvième version, c'est que, une version dédiée, enfin appliquée aux sous-traitants est possible aujourd'hui. Il va concerner uniquement la réalisation de l'action et non, le début du référentiel, qui, présente notamment sur la communication de l'offre de formation. Donc en tant que sous-traitant, le candidat à la certification est exempté de répondre à ces indicateurs, ce qui lui, propose une version de Calliope, simplifiée, puisqu'il n'a aucune action en direct à réaliser, que ses documents sont déjà prêts puisque ce sont les vôtres, donc en somme une préparation qui, semble plus simple du fait que vous êtes en possession des documents et que lui communiquer lui permettrait déjà de gagner du temps dans la préparation et l'obtention, de la certification. Donc pour aller plus loin sur ce que l'on propose en termes de, fiches pratiques pour évaluer la conformité d'un sous-traitant. Alors ça commence déjà par, un nom d'organisme. Chaque sous-traitant, est référencé dans l'annuaire des entreprises. Donc, pour cela, vous pouvez le trouver à partir de ce nom et vérifier donc 3 éléments. Le premier va contenir, donc les éléments de l'annuaire d'entreprise avec le numéro de SIRET, le numéro de NDA, la certification Calliope et le statut juridique. Donc au travers de cet annuaire, vous aurez l'ensemble des informations qui, vont vous permettre d'évaluer la conformité, du sous-traitant. Oui, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'en fait, on n'est plus, au XXe siècle, dans une situation de référencement, traditionnel qui, j'y reviendrai. Cette situation de référencement du sous-traitant, elle existe, mais effectivement, elle ne porte pas sur des critères qui sont perçus comme administratifs. C'est-à-dire qu'en fait, heu, le deal qui est passé généralement entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, c'est que le sous-traitant va se concentrer sur son métier, sur la formation et le donneur d'ordre va s'occuper de tout et Heu, certains sous-traitants auraient souhaité que, le donneur d'ordre s'occupe de Calliope et certains donneurs d'ordre auraient voulu utiliser Calliope comme un argument, vis-à-vis du sous-traitant. C'est-à-dire: «Moi j'ai Calliope, je vais te faire travailler». Alors en fait ça, le en particulier pour le CPF, le législateur a clairement dit non. Voilà. Cela étant posé, là encore, hein, c'est ce que dit le législateur, c'est pas nous qui le disons. La plupart des informations dont vous avez besoin, ce n'est pas la peine de les demander à votre donneur d'ordre parce que vous pouvez les obtenir par vous-même. Donc le SIRET, le NDA, Calliope, le statut juridique, vous consultez, l'annuaire des entreprises et vous avez toutes ces données. Voilà. Et donc après, on a, là, il faut demander un document, c'est pour le chiffre d'affaires et donc quel est le document qu'il faut demander, Thomas? Alors, le document à demander pour ce point, c'est la déclaration URSSAF, dans le cas où vous avez notamment un sous-traitant qui est auto-entrepreneur ou sinon, le bilan ou le BPF, s'il a déjà son NDA. Vous retrouverez notamment la donnée dessus. Alors là, on pointe, le risque. Il y a une idée qui vient à l'esprit, et que un des et où là, il y a une solution d'ailleurs, si votre organisme relève de la convention de la formation professionnelle, vous avez le droit de proposer à votre sous-traitant un CDD d'usage. C'est-à-dire, ça c'est, heu, vous pouvez faire intervenir votre sous-traitant comme, alors improprement on dit vacataire. Alors vacataire, ça concerne que le public, l'université. Les vacataires, c'est ceux qui viennent faire quelques heures et qui ont, par mois et qui vont avoir un bulletin de paye. Alors,
Donc là, c'est possible si votre organisme relève de la convention des organismes de formation professionnelle, vous pouvez faire un CDD d'usage, vous pouvez en faire plusieurs. C'est un CDD qui est renouvelable autant de fois qu'on veut. Et donc, ça peut concerner quelques heures, quelques jours. Alors après, ça n'arrange pas du tout le formateur, hein, généralement, parce que si lui, il est dans une optique entrepreneur, bah, en fait, il préfère avoir une somme comment dire? Une somme avec lequel il peut faire ce qu'il veut, plutôt que d'avoir un bulletin de paye qui, l'avantage pas, pour les frais et qui l'avantage pas sur le plan de la retraite parce que c'est lui, en fait, il tra ça dépend dans quel état d'esprit il travaille, voilà. Alors, le sous-traitant, il y a un risque de requalification du contrat, c'est que si vous êtes son seul donneur d'ordre et si vous représentez plus de 75 du chiffre d'affaires, il y a un risque de requalification, c'est-à-dire qu'on va requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée. Voilà. Alors ça, vous pouvez le vérifier justement avec la déclaration URSSAF, le bilan ou le BPF, qui vous permet de voir le chiffre d'affaires que réalise le sous-traitant et de mesurer le niveau de dépendance économique. Et donc après, on arrive à la référencement sur EDOF. Oui, la troisième vérification, donc d'assurer que, en fonction du type d'action que vous, proposez, que le sous-traitant soit bien référencé sur EDOF, donc habilité. Pour cela, consultez directement le site de France Compétences. Vous avez en bas à droite un annuaire des actions et vous pourrez consulter, cet annuaire pour voir s'il est bien présent. Alors, il y a, quelques questions que je souhaite traiter, maintenant, 2 en l'occurrence. Une question de Patricia, qui souhaite avoir des précisions donc sur les conditions heu, d'obligation de certification. Alors, il était écrit Calliope est obligatoire si le chiffre d'affaires est de plus de 77 700 €. Ce chiffre d'affaires total est-il uniquement le chiffre d'affaires généré par la formation ou sur EDOF? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est tout le chiffre d'affaires Non, non, du sous-traitant. tout le chiffre C'est d'affaires du tout le sous-traitant, tout oui, le oui. chiffre d'affaires, puisque s'il dépasse ce seuil-là, il devra passer sur un autre régime qui ne serait plus, le régime microsocial et donc il serait de facto concerné par, l'obtention de la certification. Donc c'est, voilà, c'est tout chiffre d'affaires et l'autre question, alors c'était une question de Élodie, qui semble partager ce point avec d'autres participants. Beaucoup de sous-traitants, très particuliers entre guillemets, refusent d'avoir le NDA et Calliope. Comment faire dans cette situation? Et la seule solution, c'est d'en trouver d'autres. C'est comme ça. Oui, il y a pas de c'est, c'est la seule solution, hein, on peut pas, si vous voulez, il y a un certain nombre de vous avez de l'argent public, et donc cet argent public est donné sous condition et la condition, c'est que le sous-traitant heu, soit certifié Calliope et donc vous ne pouvez pas, payer avec vous ne pouvez payer avec, de l'argent public que vous avez perçu qu'un sous-traitant qui est certifié Calliope. Donc ça, c'est pas vous qui décidez, si vous voulez, vous n'avez pas le droit, de le faire travailler. Donc c'est ça qu'il faut lui faire comprendre. Alors c'est clair que, vous voyez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça vient à contre-courant de la manière dont, enfin de la culture de la culture, qui préside aujourd'hui, en formation entre, donneurs d'ordre et sous-traitants, où le sous-traitant, comment dire, est dégagé de toute, obligation à part le fait d'exécuter la mission. Alors c'est là où il y a un certain déséquilibre parce qu'en fait, certains sous-traitants en font trop, c'est-à-dire que c'est eux qui font tout et certains donneurs d'ordre se dégagent de leurs responsabilités quand il y a un problème sur le sous-traitant, donc ça, c'est un problème et inversement, certains donneurs d'ordre ne sont pas suffisamment exigeants vis-à-vis du sous-traitant et font travailler des sous-traitants sans NDA et hem et sans Calliope et donc c'est là où, les règles aujourd'hui qui ont été fixées visent à rééquilibrer cette situation-là. Mais il est clair que vous devez, en tant que donneur d'ordre, si vous voulez continuer à pratiquer votre activité, à engager vos sous-traitants dans la certification Calliope. Donc faisons donc le focus sur les, sous-traitants qui,
souhaite s'engager dans la certification Calliope, il y a aujourd'hui, 3 voies qui sont, identifiées, en tout cas que nous identifions pour en tant que donneur d'ordre pour engager ces, sous-traitants dans la certification. Enfin, une voie en tout cas et 2 autres possibilités. Donc la première possibilité, c'est de ne plus avoir de sous-traitants et de faire appel uniquement à des salariés, pour ne plus avoir à se poser, la question. Donc l'avantage, c'est bien entendu qu'il n'y a pas de risque de déréférencement puisque, vous serez uniquement sur, de l'activité en tant que salarié. L'inconvénient, c'est qu'il y a une augmentation des charges, du fait de cette augmentation de l'effectif. Voilà, alors il y a d'autres inconvénients, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est là que vous pouvez mettre en œuvre, si votre organisme relève de la convention des organismes de formation, vous pouvez mettre en œuvre des CDD d'usage, mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, heu il y a gérer des bulletins de paye, émettre des bulletins de paye, faire les déclarations et cetera, ça a un coût, et c'est complexe. Voilà, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça peut être complexe et pour le sous-traitant, en fait, il va payer des charges alors qu'il aurait souhaité s'organiser autrement dans certains cas, voilà. Deuxième voie, qui est, identifiée, c'est l'attente. Alors je pense qui se réduit davantage puisqu'on le voit, au sein de la DGEFP, au sein de la Caisse des dépôts, quelque chose se met en marche, pour, contrôler et effectuer, les vérifications. Donc le risque de cette voie, c'est, un risque de déréférencement, puisque vous n'aurez pas encore organisé votre activité pour, vous mettre en conformité et le troisième point, celui sur lequel on souhaite aller plus loin avec vous, c'est d'engager les sous-traitants dans l'obtention de la certification Calliope et donc l'avantage, celui que vous recherchez tous, c'est la conformité, sur la plateforme EDOF pour pouvoir poursuivre l'activité, maintenir les financements, et l'inconvénient qu'il pourrait avoir, c'est un engagement partiel. On l'a vu notamment avec des retours comme celui d'Élodie, c'est que ce n'est pas tous les sous-traitants qui veulent y aller, et qu'il y a un risque de court-circuit entre, activité en direct et en sous-traitance. Donc je vous invite à répondre à un sondage qui vous a été partagé, dans, les sondages. Quelle est votre stratégie? Êtes-vous plutôt positionné sur la voie 1, la voie 2 ou la voie 3? On pourra, découvrir, votre réponse et surtout vous partager notre vision. Alors, nous, à ICPF, on partage avec vous, une vision qui est créée par le fait qu'on est en contact avec, le ministère du Travail très régulièrement, que nous on veille, on a 7 000 certifiés, donc on veille très en amont, sur ces évolutions réglementaires. Donc on est, alors vous avez, la conception de la loi ou la conception du décret et puis vous avez après l'application par, l'opérateur. Donc en l'occurrence là, l'opérateur, c'est la Caisse des dépôts. Donc on suit, cette évolution et on voit aussi l'évolution du marché. Donc là, on voit bien que sur cet aspect, de régulation de la sous-traitance, heu, il y a eu un énorme attentisme, hein, fondamentalement, tous les organismes de formation ont attendu. Là, ça fait depuis le début de l'année qu'on voit qu'il y a un mouvement et que il y a un mouvement, il y a un double mouvement. D'abord, ceux qui arrivent sur le CPF et ils sont nombreux, bah, avant d'arriver de proposer des formations CPF, ils s'organisent. Donc là, c'est les nouveaux entrants qui s'organisent et qui vont arriver sur EDOF Prêt. Et d'autre part, il y a un certain nombre de grands organismes de formation qui ont un grand nombre de sous-traitants qui, eux, ont lancé le mouvement parce qu'en fait, ils ne peuvent pas attendre parce qu'eux, ils ont 2 000, 3 000 sous-traitants et ils ne vont pas attendre, ils ne vont pas prendre le risque de déréférencement et ils ne vont pas attendre que leurs 3 000 sous-traitants veuillent bien se lancer dans Calliope. Donc le mouvement est en marche et en revanche, il faut trouver un équilibre et c'est qu'en échangeant avec eux, on voit bien le problème. C'est-à-dire que le donneur d'ordre doit jouer le rôle de fédérateur et le donneur d'ordre doit en plus assurer une forme de régulation par rapport à la certification Calliope du sous-traitant. C'est-à-dire qu'il doit la suivre et il doit assister dans la mesure du possible parce que lui, il a des ressources que le sous-traitant n'a pas. Il doit assister le sous-traitant avec ses ressources parce qu'en fait, c'est lui, il a Calliope, il a un savoir-faire dans l'obtention et le maintien de Calliope. C'est lui généralement qui a
conçu le dispositif et c'est lui c'est le donneur d'ordre qui va donner au sous-traitant les éléments qu'il a conçus lui-même, les feuilles de présence, les conventions, les feuilles d'évaluation. Donc, vous voyez, le système est conçu par le donneur d'ordre et il s'agit de le partager avec le sous-traitant. Donc là, on a imaginé une solution qui vous permet, en tant que donneur d'ordre, d'être le fédérateur des certifications qualité et de réguler les certifications qualité de vos sous-traitants. Alors, premièrement, qui a le problème aujourd'hui? Eh ben, on le voit bien dans vos questions, le problème, c'est le manager, le référent qualité. C'est-à-dire quand l'organisme de formation est très important, ben, il y a un référent qualité qui a le problème. Il y a un directeur de la qualité, il y a qui a le problème. Voilà, et le problème est sur son bureau. Il dit: «Comment je fais pour que mes sous-traitants soient certifiés Qualiopi?» Ensuite, il y a la question de la stratégie, c'est-à-dire comment on va faire pour les engager. Et 3e point, non seulement il faut qu'ils l'obtiennent, mais surtout, il faut qu'ils la maintiennent. Oui, parce que vous allez, faire la déclaration tous les ans et donc il y a i cette certification elle doit être maintenue parce qu'on peut l'avoir et puis on peut la perdre, la certification. Alors, la cible sont donc, c'est des groupes d'organismes de formation avec des filiales. Donc quand il y a un groupe d'organismes de formation, c'est exactement le même problème en fait. C'est que vous êtes un groupe d'organismes de formation et bah, il faut que tout le monde, heu, obtienne et maintienne la certification Qualiopi. Et donc si vous avez proposé le système qualité, le groupe en fait est caractérisé par un système de qualité qui est unique, heu, un dispositif Qualiopi qui est unique, bah, vous devez vous êtes préoccupé parce que comme vous avez conçu le système et qu'eux l'utilisent, bah, il faut qu'ils le fassent certifier Qualiopi. Donc ça peut être des filiales, des franchisés ou des sous-traitants. Ça peut même être pour certains consultants, certains prestataires de services qui assurent des prestations de référent qualité à temps partagé. J'ai mon activité de référent qualité. J'ai 10, 20, 30, 50, 150 clients. On en a même certains qui ont des milliers de clients. C'est comment je fais en sorte de prévenir voyez mon parce qu'en fait, vous qui avez Calliope, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a une gestion du planning, il y a des audits tous les 18 mois à assurer, il y a une préparation et une collation de documents. Donc comment je gère le maintien de la certification sur le long terme? Alors nous, la solution qu'on a imaginée, qu'on a lancée en début d'année, c'est le Pass Group. C'est-à-dire c'est un service complémentaire sur notre plateforme qui facilite la gestion de la certification pour tous les acteurs d'un groupe. Alors les avantages, c'est que on a fait un service avec, des options qui, permettent c'est très opérationnel ce que je vous dis, hein, mais c'est la planification urgente. Parce qu'en fait, comme vous êtes plusieurs à intervenir, bah, parfois il y a des urgences. S'il y a une action de formation qui démarre et que le sous-traitant n'est pas certifié Qualiopi, il faut pouvoir le faire très rapidement. L'émission du certificat, c'est-à-dire la revue, elle se fait en urgence. Vous avez une assurance report parce que si, entre le certificateur, le sous-traitant, le donneur d'ordre, vous vous emmêlez les pinceaux dans le planning, il faut pouvoir reporter gratuitement l'audit, vous voyez? Les frais de déplacement sont compris parce que si vous décidez que la la certification se fasse l'audit se fasse à votre siège et ben, qui va payer les frais de déplacement de l'auditeur? Est-ce que c'est vous ou c'est le sous-traitant? Et bah, là, les frais dans le forfait qu'on a conçu, ils sont compris. Donc, les frais de déplacement, ils sont déjà payés. Il n'y a pas à en payer. Après, vous avez des modifications de certificats et surtout, vous avez un interlocuteur dédié pour tous les membres du groupe. Donc ça, c'est la solution telle qu'elle a conçue et qui permet de gérer, d'engager les sous-traitants. Donc un ensemble de NDLA, vous allez avoir un ensemble de numéros de déclaration d'activité, une équipe qualité, une création du groupe et une invitation à rejoindre le groupe. Donc là, vous voyez, vous remplissez un formulaire et vous allez ajouter euh, l'équipe et les membres. Ensuite, vous avez des contrats qui vont être signés par, je dirais, par sous-traitant. Alors le prix est très élevé. Alors c'est sans doute le prix initial pour le donneur d'ordre, hein. Voilà, c'est beaucoup moins cher pour un sous-traitant. Et donc là, vous allez recevoir le sous-traitant, c'est lui qui va signer le contrat de certification, mais c'est vous qui, vous avez la visu sur la demande, donc vous pouvez
contrôler qu'il a fait une demande conforme et vous voyez ce qui se passe et vous voyez aussi s'il paye ses factures ou pas. Donc la contractualisation, vous la suivez et vous êtes au courant de ce qui se passe. Vous êtes au courant de ce que fait votre sous-traitant par rapport à la qualité. C'est très important parce qu'il y a souvent des malentendus. Vous les avez vécus vous, quand vous vous êtes certifié en 2019-2020. Notre service, il est complexe. On a un contexte réglementaire qui est changeant, et au début, c'est un peu stressant. Donc là, le fait de pouvoir constater, consulter la situation factuelle de votre sous-traitant sur une plateforme et de pouvoir appeler l'interlocuteur ICPF, ça vous permet de faire quelque chose qui est très important, c'est que vous pouvez situer le sous-traitant dans son parcours et l'aider à comprendre ce qu'il doit faire. Il doit planifier un audit, il doit préparer un audit, il doit télécharger son certificat, il doit aller vérifier sur mon compte formation s'il est bien référencé. Voilà. Et tout ça, vous allez pouvoir l'aider, le guider grâce à la vue que vous avez de son dossier. Vous allez aussi pouvoir l'aider à remplir son dossier grâce à l'option élaboration. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vérifier la démonstration, le texte de la démonstration qu'il va faire à l'audit. Voilà. Il y a, par exemple, vous voyez, certains donneurs d'ordre, ils envisagent, et quand on a discuté avec eux, ils ont 40, 50 sous-traitants, ils disent, bah, en fait, ils ne veulent pas faire l'audit, donc on va le faire pour eux. Et on discute, on dit, pas de problème, mais en fait, ça veut dire que, un, le donneur d'ordre doit être sur l'organigramme, le référent qualité du donneur d'ordre doit être sur l'organigramme du sous-traitant, c'est pas complètement évident, c'est une prestation. Et d'autre part, le référent qualité de l'organisme, s'il y a 40 sous-traitants, ça veut dire qu'il doit effectuer 40 jours d'audit. Ouais, donc ça veut dire un cinquième de son temps annuel, il va le passer en audit. Donc ça, quand on pose ça comme ça, vous voyez bien que c'est impossible. Donc là, c'est clair que c'est le sous-traitant qui doit passer l'audit. Bon, c'est un jour tous les 3 ans, et une demi-journée au milieu en 18 mois. Donc, ce n'est pas non plus des temps délirants. Et c'est lui qui défend sa qualité. Voilà. Donc là, par contre, vous allez lui faire un dossier avec des preuves et ça, vous pourrez l'aider à le faire et vérifier qu'il est conforme. Et Calliope, il faut le dire, c'est avant tout, je dirais, une présentation de preuves. Et donc, s'il y a des preuves, l'audit, il est gagné après au sous-traitant d'être en capacité de tenir la durée de l'audit, ouais, de faire la démonstration dans les 7 heures et de faire une démonstration. Et je vous rappelle que le sous-traitant est un formateur et que faire 7 heures de formation, c'est ce qu'il fait toute la journée. Donc là, il suffit pour lui de se mettre dans une posture, je dirais, d'auditer et il sait très bien ce que c'est que de présenter quelque chose et de s'exprimer, de faire une démonstration durant 7 heures. Il fait ça toute la journée. À la limite, le formateur est mieux à même sur ce plan-là de de tenir et de réussir un audit qu'un manager qui ne fait pas de formation, qui est un administratif. Alors, ça, c'est l'audit, vous voyez? Donc après, vous avez les non-conformités à l'issue. Donc là, vous, en tant que référent qualité, vous avez accès au rapport, vous avez accès au traitement des non-conformités et là, vous pouvez échanger avec le chef auditeur, avec le sous-traitant pour traiter les non-conformités. Je vous rappelle que vous avez un dossier, vous avez 40, je dirais, sous-traitants qui passent le même audit. Vous avez un chef auditeur dédié. Donc, au bout de 3 audits, la situation, elle est hyper sûre. Vous voyez, il y a plus de peut pas y avoir de surprise. Voilà. Il peut y avoir des échanges avec l'auditeur par rapport à, je dirais, une particularité, du sous-traitant, une incompréhension avec l'auditeur parce que l'auditeur n'a pas présenté, le document qu'il fallait, mais tout ça se rectifie assez vite puisque vous avez un dossier de référence et déjà une pratique. Vous voyez, là, c'est quelque chose qu'on fait déjà d'ailleurs avec les groupes. Je citais tout à l'heure Galileo. Galileo, c'est 75 audits initiaux, vous voyez, sur des écoles qui ne sont pas tout à fait sur le même modèle. Mais bon, on assure la cohérence. Wall Street, d'ailleurs, c'est un de nos points forts. La plupart des grands groupes de formation qui viennent chez ICPF, le principal motif d'insatisfaction qui fait qu'on vient chez nous, c'est l'homogénéité des résultats d'audit. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'avec nos auditeurs salariés, on assure une cohérence et là, avec ce système, on capitalise sur cet atout.
Voilà. Alors après, il y a l'émission du certificat. Donc, je vous assure que le plus, le plus réticent des, des sous-traitants à la certification qualité, il n'y en a pas un qui n'est pas content lorsqu'il peut télécharger son certificat. Voilà, après, ils vont peut-être faire un peu les fiers, mais tout le monde est satisfait d'avoir ce certificat. Et donc là, c'est l'aboutissement de la relation. Et ensuite, bon, ce certificat part sur l'annuaire des entreprises et vous, vous pouvez le consulter. Alors, vous pouvez le télécharger là et vous pouvez vérifier que la certification est acquise et maintenue sur l'annuaire des entreprises. Et à partir de là, le référencement est acquis. Alors après, il y a la surveillance et le renouvellement. Donc là, ce qui est important, c'est le pilotage. Et vous, en tant que donneur d'ordre, vous pouvez apporter ce service à votre sous-traitant. Vous pouvez l'aider. Vous voyez, alors évidemment, hein, il y a comme je le disais tout à l'heure, il y a la dimension économique, hein, mais vous pouvez l'aider, lui rappeler qu'il a son audit à faire, mettre à jour son dossier de préparation. S'il change d'adresse, s'il fait comment dire, il y a des modifications, là, il va pouvoir faire la demande de modification de certificat que vous pouvez suivre, voilà. Et donc là, sur ces aspects assez simples du maintien de la certification, mais qui apparaissent lourds au début, parce que surtout au début, après on s'habitue, mais le premier audit de surveillance, enfin, on dit: «OK, Calliope, c'est bon, c'est acquis». Après il se passe 18 mois, bon, au bout de 16 mois, il faut refaire un audit. Ah, alors, vous voyez, psychologiquement, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de nouveaux certifiés, ils voient le certificat comme un diplôme. Alors, à plus forte raison, un sous-traitant, il le voit comme un diplôme. C'est souvent le diplôme qu'il rêvait d'avoir, la reconnaissance professionnelle. Beaucoup l'utilisent comme ça. Et de ce fait, ils se mettent dans cet état d'esprit et ils ont du mal à admettre qu'on remette en question le titre. Voilà. Et en fait, Calliope, tous les 18 mois, vous remettez en question le titre. Voilà. Donc là, certains ont, et en plus, la manière dont on travaille aujourd'hui fait qu'on est très concentré et qu'on ne voit pas toujours les dates. Et nous, on a un problème avec entre 5 et 15% de nos clients qui ont qui se présentent un peu tard, voilà, qui laissent passer les délais. Voilà. Et donc là, il faut bien planifier les audits pour être sûr de maintenir la certification sans stress. Alors que ce soit pour, ce pass groupe, que l'on propose, aux organismes donneurs d'ordre avec des sous-traitants ou pour, les, sous-traitants eux-mêmes qui souhaitent s'engager dans l'obtention, de la certification Qualiopi, combien ça coûte? Alors, le budget pour un organisme de taille, je dirais, avec un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros, et va y avoir une journée d'audit. Donc, c'est la majorité des audits, hein. Le budget, c'est 1 190 euros. C'est le budget minimum. Alors après, il y a des options, comme le pré-audit qui peut être pris en plus. Le pré-audit, la qualification en urgence, mais le budget minimum, c'est 1 190 euros. Dedans, il y a une journée à 995 euros et des frais techniques. Après la certification, si vous avez le pass groupe, c'est 523 euros par an. Voilà. Non, Alors si vous pass avez le pass classique. groupe, c'est 1 048 euros par an. Alors, c'est un tarif qui peut être négociable en fonction du volume. Et si vous avez le pass classique, c'est 523 euros par an. Donc ça, oui, le pass groupe, vous avez un service. Alors, ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que dans le pass groupe, vous avez plus de frais de déplacement, vous avez la planification urgente, vous avez un service qui correspond aux attentes de vos sous-traitants. Et le pass classique, donc, c'est 523 euros par an. Voilà. Alors nous arrivons à la fin du webinaire François. Quels sont les 3 points essentiels à retenir sur, cette thématique de la sous-traitance? Alors, premier point, le donneur d'ordre est responsable. C'est-à-dire que c'est à vous, en tant que donneur d'ordre, de respecter cette obligation et de, de bien comprendre que la contrepartie du financement public, c'est le fait que vos sous-traitants soient certifiés Calliope. Ça, c'est le point 1, c'est à vous d'agir. Et que là, en plus, je dirais, par rapport à cette date précise, on est là maintenant dans une phase ultime parce que vous devez déclarer. Donc, si vous ne déclarez pas, vous prenez le risque de perdre votre référencement.
Et là, le risque, il est réel puisqu'il y a une demande de la part de la Caisse des dépôts. Donc, si vous ne répondez pas, le risque est, important. Ensuite, les sous-traitants sont impactés par votre exigence de donneur d'ordre. Voilà. Là aussi, c'est à vous d'agir et c'est à vous d'intégrer, cette exigence que vous n'aviez pas avant, hein, pour la plupart, sinon ce serait fait. Certains, donneurs d'ordre l'ont fait, hein, d'ailleurs, hein. Certains donneurs d'ordre, dès le début, ils disent, on le voit, hein, ils ne travaillent qu'avec des certificats NUPI, hein, voilà. Donc ça, c'est les sous-traitants sont impactés par votre exigence. Ensuite, 3, alors tu j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'ai anticipé, voilà, le l'actualité me je cours après l'actualité. Donc là, il y a, le point 3 que j'ai évoqué dans le point 1, excusez-moi. Donc là, il y a une campagne de contrôle et de déclaration. Donc là, il y a, j'attends la loi, j'attends le décret, j'attends les modalités d'application. Là, là maintenant, c'est j'attends la sanction, quoi. Voilà. Ce qui, parfois n'arrive jamais, hein, on peut passer entre les gouttes, faut voir que vous êtes des milliers à être sur la référencés, 8 ou 9 000 à être référencés sur la plateforme EDOF. 8 ou 9 000, c'est ça? Alors j'ai pas le Voilà, chiffre 8 ou exact. 9 000 et que donc, on ne sait pas comment, la Caisse des dépôts va contrôler tout ça. Donc il y a, heu voilà et puis à partir de quel moment ils vont, déclencher une sanction? Vous voyez, ça c'est le seuil, la tolérance, ils ils vont avoir un seuil de tolérance. Donc est-ce que, vous avez 10 sous-traitants, non Calliope, ils vont, faire le déréférencement? Si vous en avez 20 et cetera, on ne sait pas encore comment ça va se passer, ce qu'on n'a pas encore comme expérience, c'est une sanction concrète. Voilà, on n'a pas encore ça. Donc on est dans l'attente d'une sanction concrète qui devrait avoir lieu à la fin de la période de déclaration Mmh. ou à l'issue de certains contrôles et donc la fin de la période de déclaration pour mémoire. Alors, c'est en novembre 2025, Voilà je donc, c'est novembre 21. en novembre 2025, c'est la fin de la campagne de contrôle, donc on devrait avoir le résultat du contrôle à partir entre maintenant, mais certainement après début novembre. Alors merci pour cette conclusion François. Bon pour, les, participants qui souhaitent passer à l'action avec, le Pass Group ou, les sous-traitants qui souhaitent s'engager dans la certification Calliope, vous avez des contacts à disposition, des assistants à la certification. Vous avez leur, visage sous les yeux et le numéro de téléphone à composer, donc le 01 82 83 56 40, donc 01 82 56, 82 83 56 40, pardon. Vous avez également un lien qui vous a été partagé pour prendre rendez-vous en fonction de vos disponibilités et c'est le moment maintenant de passer à la séance de questions-réponses. Alors je pense que le webinaire sur cette thématique est celui qui génère le plus d'interactions. Alors c'est positif pour nous puisqu'on, on est vraiment, confronté à vos, préoccupations. On a l'occasion de pouvoir, faire évoluer notre contenu. Donc on va y venir dans quelques instants. Quelques rappels avant de passer à cette étape-là. Vous allez recevoir à la fin de la présentation, donc d'ici, 15h30, un email contenant, un questionnaire de satisfaction. Dans ce questionnaire, vous retrouverez le support présentation au format PDF, donc avec les liens, notamment l'accès à la FAQ, de la DGFP, l'accès à la plateforme, l'accès au site et à d'autres ressources et le replay de la présentation. Vous avez aussi les accès, à la plateforme Noé pour aller plus loin, obtenir une certification ou, présenter un projet et l'accès à notre, numéro de téléphone. Alors je vais me rendre au niveau des questions pour voir ce qui s'y passe. Et moi, je vais rester où je suis et je vais répondre aux questions que tu me suggéreras. Mais je vais en reprendre une pendant que tu le cherches. Alors, je vais répondre, alors quelles sont les exigences que nous devons exiger de nos formateurs extérieurs? Alors ça, on l'a précisé dans le slide, donc c'est Calliope, le NDA et éventuellement l'habilitation. Alors, si les formations, j'attends que tu, Oui, je réponds à des questions comme ça, mais OK, j'attends que j'en ai une. tu, ouais, je t'écoute alors. Ah, Ah, ça va une faire plus normal. question de Marie. En tant que coef donneur d'ordre, peut-on perdre la certification Calliope si nos sous-traitants n'ont pas de numéro ou ne sont pas certifiés Calliope pour des formations non financées par le CPF? Alors, la réponse est non, parce qu'en fait, nous, on va vérifier que vous êtes organisé
pour respecter la réglementation, mais on ne doit pas vérifier que vous respectez la réglementation. Et donc là, le NDA, c'est réglementaire. Donc, nous, en tant que certificateur, on ne peut pas vous retirer la certification parce que vous ne respectez pas la réglementation. On peut ne pas vous la donner si vous n'êtes pas organisé pour la respecter. Si vous y comprenez quelque chose, c'est un point fort. Moi, j'avoue que j'ai pas très bien compris, mais ce que je sais, c'est que quand on a, dans nos audits, quand on a commencé à pointer un certain nombre de non-respects comme, bon, alors on n'allait pas jusqu'au NDA pour les sous-traitants, mais là, je pense que nous, on devrait pouvoir le faire, enfin en toute transparence, hein, on ne sera pas payé plus cher. Mais en fait, il s'avère qu'au moins le dire, parce que ça aiderait l'organisme de formation à se mettre en conformité. Mais là, le législateur a fixé une limite, plutôt, voilà, et a dit, bah, en fait, vous validez qu'il y a un système en place pour respecter, et c'est la DRETS, c'est l'administration qui vérifie que la réglementation est respectée. Donc, ce que vous risquez, c'est que si vous avez un contrôle de la DRETS, bah, il voit une action faite par un sous-traitant, et ce sous-traitant n'a pas de NDA, il vous, il vous s'inflige une amende de 4 500 €. Question de Marion. Les formateurs en déclaration contrôlée doivent-ils forcément passer Calliope, même s'ils ne donnent pas beaucoup d'heures de formation? Alors, j'ai déjà traité cette question. Ouais. Il peut y avoir il y a une tolérance. Maintenant, ce n'est pas le sens, le ce type d'intervention ponctuelle qui font que quelques heures. En fait, il faudrait qu'il intervienne avec, dans le cas d'une intervention où il y a un formateur qui est certifié Calliope, et il ne va pas intervenir tout seul. Voilà, il vient en complément, mais c'est pas lui le facilitateur, quoi. Donc ça, c'est vers quoi on va. Voilà. Heu, Maintenant, c'est assez rare, en fait, que vous ayez une action de formation de quelques heures financée par le CPF, qui est, voilà. Mais heu il y a des abus, il y a des abus parce qu'en fait, oui, c'est des abus qui sont pas, heu généralement, il y a toujours un truc qui va pas, quoi, voilà. Alors quand on fait intervenir un expert, bah, en fait, il fait une intervention d'expert, donc il il raconte des choses très intéressantes, et c'est très intéressant, mais est-ce que lui, il intervient souvent à titre bénévole? Heu, il y a par rapport à ce que vous faites vous, qui a peut-être du sens, une grande majorité de ce que je vois, et donc ce que le législateur voit, les financeurs voient, c'est qu'il y a beaucoup d'abus, et qu'au travers d'interventions d'experts, on fait passer un peu tout, et très souvent un formateur dont ce n'est pas enfin, la personne qui exerce l'activité de formation n'a pas la maîtrise du métier de formateur. Voilà. C'est ça le problème de fond sur ce type d'intervention ponctuelle. Maintenant, comme je le disais, alors je me répète, mais bon, en fait, c'est pas le problème aujourd'hui. Le problème n'est pas de gérer l'activité de formateurs qui interviennent quelques heures. Le problème, c'est de gérer l'activité d'une sous-traitance, je dirais, abusive, où, c'est des journées entières de formation qui sont faites par, des personnes qu'on ne connaît pas, des sous-traitants de sous-traitants, et s'il y avait que des experts ponctuels, voilà. Mais chacun a sa petite histoire, enfin, moi j'ai des milliers d'exemples comme ça, parce que depuis le temps que je fais ce métier, et en plus en tant que certificateur de personnes physiques, de formateur, je vois très bien ce que c'est. Il y a toujours, il y a toujours une manière de présenter ça comme ayant de la légitimité, mais il est clair que la formation professionnelle se dirige de moins en moins vers cet aspect, et qu'on se dirige vers, l'expert peut intervenir dans la formation, mais le formateur est là, l'animateur est là, et il fait intervenir l'expert, et il organise le dialogue, un dialogue entre les stagiaires et l'expert, et il facilite les échanges, et il facilite l'apprentissage des stagiaires. C'est un
ça demande des compétences d'interroger un expert et donc quand c'est vraiment cette situation-là, c'est finalement assez rare, une situation où on peut mettre un expert qui va intervenir ponctuellement pendant quelques heures, voilà. Imaginez un médecin qui ferait de la médecine que quelques jours, que quelques heures par an. Vous voyez? Il fait de la médecine un jour par an. Voilà. On a des médecins qui vont, intervenir 2 ou 3 jours par semaine, mais ils font ça depuis 20 ans et ils sont experts dans une spécialité. Mais c'est 2 3 jours par semaine et il viendra à l'idée de personne de leur dire: «Ouais, mais tu as pas ton diplôme de médecin, mais tu fais de la médecine». Non, il y a aujourd'hui, tu as pas de certification qualité. Et aujourd'hui, on marche un peu sur, on est à l'inverse d'une démarche qualité parce qu'on n'exige pas de démarche qualité de la part de ceux qui ont le plus besoin et on va exiger une démarche qualité de ceux qui sont le plus professionnels et qu'en fait, bah, si vous avez une vraie entreprise de formation, on exige Calliope, vous êtes auto-entrepreneur, on ne l'exige pas. Je pense que là, en termes d'état d'esprit, il y a un changement à opérer. Si la formation, c'est aussi important que ça, il ne faut pas qu'elle soit exécutée par des dilettantes, des intermittents qui arrivent, qui en font un petit peu et qui repartent. C'est ça que le législateur est en train de comprendre. Voilà, je me situe dans une perspective historique où on est parti dans les années 80 où il y avait très peu de sous-traitance en formation. Ça a démarré dans les années 90. Ça a monté en puissance jusqu'à la fin des années 2000-2010. Et que là, aujourd'hui, on- on est dans une situation où avoir un formateur salarié, on ne l'imagine pas, alors que dans certains cas, c'est nécessaire. Quand vous faites du volume, avoir un formateur salarié, quand vous avez un domaine de formation très identifié, avoir un formateur salarié, c'est indispensable. Voilà. La qualité que vous obtenez avec des salariés est éminemment supérieure sur le long terme, quand il y a le volume, qu'avec un sous-traitant. Toutes les entreprises, le cœur de leur activité, elles ne le sous-traitent pas. Voilà, c'était mon plaidoyer contre la sous-traitance intermittente. Question suivante, posée par Quentin. D'après vous, combien de temps va durer l'exception pour, les micro-entrepreneurs qui, n'ont pas à obtenir Calliope? Bah, malheureusement, compte tenu de la situation politique, ça va durer longtemps, mais c'est une, là aussi, c'est une aberration. Est-ce qu'on ferait ça dans un hôpital? Tu es médecin, OK, tu es auto-entrepreneur, tu commences, bon, bah, tu as pas besoin d'être médecin. Il y a une forme d'aberration et là, je dirais, c'est les syndicats de formateurs qui ont poussé, et là aussi, hein, le monde de la formation, c'est un des rares secteurs où on ouvre la porte en grand aux nouveaux entrants et on met des exigences sur ceux qui sont bien installés. Voilà. Et ça, c'est problématique. Maintenant, c'est un avis, c'est mon point de vue de président de l'ICPF, mais euh, je, je conçois complètement qu'on ne partage pas ou que certains aient d'autres points de vue, hein. Voilà. Mais enfin, en formation, le bénéficiaire, c'est le stagiaire. Ouais, le bénéficiaire, c'est pas le formateur. Le formateur, il doit être dans des conditions de travail optimales et donc un cadre qualité, ça donne un et d'ailleurs un cadre qualité, c'est ce qui sert le plus à un nouvel entrant, hein, d'ailleurs. Quand vous voyez, aujourd'hui le nombre d'organismes de formation qui se créent, ils vont tout de suite sur Calliope. Ils ont Calliope, ils sont opérationnels. Parce qu'en fait, Calliope, définit, le cadre général de ce qu'il faut faire. Ça leur permet de traiter la question de l'évaluation, de la formation, de l'offre et donc Calliope est une aide pour, les nouveaux entrants. Donc je pense qu'en fait, en empêchant certaines personnes d'avoir Calliope, on ne les aide pas en fait, parce qu'ils se maintiennent dans une vision, je dirais très, sommaire de la formation où, je fais un support, je fais ma formation, je fais signer ma fiche, voilà, c'est leur vision de la formation. Ils n'arrivent pas à avoir une vision transversale de toutes les activités qu'il faut mener pour réussir une activité de formation et de ils n'ont pas non plus la vision de la qualité. C'est-à-dire qu'au-delà du stagiaire, le stagiaire a une entreprise, il a un manager, heu et ça, il ne le voit pas. Il ne voit pas le manager quand ils sont en salon face à face. Alors je suis en train de passer en revue les questions. Je constate qu'il y a, surtout des sujets qui ont été abordés, voire même des questions qui ont été traitées entre-temps. Je vois qu'il y en a une sur, alors elle vient de bouger. Question de Laura: «Est-ce que mes formateurs en sous-traitance ont besoin d'avoir, leur propre certification Calliope ou que le NDA?» Alors il faut le NDA et dans certains cas, la certification Calliope. Donc pour rappel, les conditions sont, le statut. Si, son statut est hors microsocial,
il a l'obligation d'obtenir Calliope. En revanche, si, il est au régime microsocial, il va falloir prendre en compte le chiffre d'affaires et donc si son chiffre d'affaires est supérieur à 77 700 €, là, il sera obligé d'obtenir la certification. Le point de départ, c'est le type d'action, ensuite le statut et en dernier temps, si nécessaire, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, je crois qu'il y a une question dans la continuité, Ah ben là, j'en ai une question de Florence Amadieu. Je ne comprends pas vraiment quel OF est concerné par le pass group. L'OF principal plus les entités du groupe dont fait partie l'OF et qui mobilise occasionnellement des formateurs ponctuels. Alors là, vous pointez sur un point on n'a pas complètement vu. C'est quand il y a un groupe, quid des sous-traitants du groupe? C'est vrai qu'on n'y a pas pensé à ça. Des sous-traitants du membre du groupe. C'est-à-dire que nous, on oui, a aujourd'hui un système, on l'a présenté comme un système à 2 niveaux, OF principal, entité du groupe, et il y a un autre niveau, OF commanditaire et donneur d'ordre. Et je dirais que là, pour le moment, on mettrait tout le monde dans le même groupe, mais vous avez soulevé un point très intéressant qu'on n'avait pas imaginé jusqu'à présent. Et donc, merci Florence d'avoir pointé cette évolution. Alors, par contre, là, vous dites les formateurs ponctuels, moins de 30 jours. Alors, je ne sais pas d'où sortent les 30 jours, mais euh, donc, en fait, il y a le chef de file, les entités du groupe et les sous-traitants. Donc, on pourrait aujourd'hui les gérer, mais en fait, le donneur d'ordre ne gère pas les sous-traitants des autres. Donc là, il faudrait enfin, si il faudrait il y ait un pass-groupe par donneur d'ordre, quoi. Oui. Non, mais là, on va étudier la question parce qu'effectivement, on ne traite pas ce point-là. oui. Alors une demande de confirmation de la part de Alexander. Pourriez-vous répondre à ceci avant la fin du webinaire? Donc pour résumer, si j'ai bien compris, petit 1, le décret concerne, que les formations CPF? Réponse est oui. Deuxième point, les sous-traitants en micro-entreprise sont concernés dès le moment où ils interviennent sur une formation CPF, indépendamment de leur chiffre d'affaires. Alors c'est le mot indépendamment, là je ne suis pas sûr que vous avez bien, compris. On est bien sur une intervention sur une action CPF. Par contre, le chiffre d'affaires est aussi à prendre en compte, s'il est supérieur à, 77 700 €. Et le troisième point, ces sous-traitants en micro-entreprise doivent effectuer tout l'audit Calliope comme l'a fait l'OF dès le départ. Oui, le troisième point, je vous confirme cela. Alors question suivante, alors il y avait en effet la notion des moins de 30 jours par an sur la notion de ponctuel qui avait été aussi, Mais on va se parler à côté. ouais, Voilà, OK. c'est un cas particulier, on va dire. En tout cas, j'avais reçu en effet un mail de la DGFP qui m'indiquait que la définition de ponctuel était, nettement inférieure à 30 jours. C'était, entre 1 et 3 jours par an, pour compléter la réponse. Oui, sachant que c'est à l'appréciation du contrôleur. Voilà, il y a Alors une réaction de Sonia qui indique, 1 600 € tous les 18 mois pour Calliope en micro-entreprise, c'est énorme. Oui, alors, le en fait, c'est énorme, oui et non, parce que, en fait, si quand vous j'avais fermé mon téléphone. Ouais. Alors, en fait, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous lancez une activité. Alors, la certification Calliope, heu et limite, je dirais avec une activité inférieure à le seuil, c'est 70 000 €. Voilà. Ouais. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur et vous allez prendre la certification Calliope, c'est pas pour faire durablement 60 000 – 70 000 €, c'est pour faire plus. Voilà. Donc, 50 € par mois, si vous assurez un chiffre d'affaires supérieur à 60 000 €, qui peut monter jusqu'à
120, 130 000, voire plus. Là, vous le regardez plus. Vous voyez, vous allez. Là, on est dans une période où ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation d'aujourd'hui n'est pas une situation stable. C'est-à-dire que la situation d'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui veulent faire de la formation, il y a des centaines de milliers de personnes qui veulent faire de la formation. Et la démarche de certification Calliope, c'est une démarche sélective qui va recentrer les actions de formation sur ceux qui auront Calliope. On ne fait pas Calliope pour rien. On ne fait pas Calliope pour que ça continue comme ça. Donc là, on voit qu'il y a un contournement de Calliope par la sous-traitance, c'est-à-dire qu'il y a une entité qui a Calliope et il y a des milliers de personnes qui interviennent derrière. Donc ça, on veut que, c'est clair que soit vous allez travailler en direct avec Calliope, soit voilà. Mais donc Calliope, c'est un investissement qui doit avoir une rentabilité. Alors après, nous, ce qu'on voit bien, c'est que on a un grand nombre de personnes qui s'engagent dans Calliope et on a à peu près 8% qui abandonnent tous les ans. Du temps du CNEFOP, c'était 1%. Vous voyez la réforme d'avant. Donc 8% qui abandonnent. Donc c'est 8 fois plus qu'avant, mais 8%, ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a 92 qui continuent. Donc ces 92, ils y trouvent leur compte. Donc globalement, statistiquement, de notre point de vue, on voit que Calliope apporte quelque chose. 100% des, des clients qui ont Calliope, ils sont contents de l'avoir. Après, c'est, on va dire 90-95% qui sont moins contents parce que et en fait, très souvent, ils mettent en cause Calliope. Vous voyez, il y a des posts, et cetera, Calliope, j'arrête, et cetera. Mais quid des performances commerciales, de ces formateurs? Quid de la qualité, au-delà de Calliope, de ces formateurs? Quid de la pertinence de l'offre? Vous pouvez très bien faire des formations sur un domaine précis, mais si ce domaine n'intéresse personne, bah, vous êtes vous faites des formations de qualité, mais ça n'intéresse personne. Donc vous n'allez pas faire de formation. Voilà. Donc là, il y a une évolution de toute façon, et là encore, mon grand âge, me permet de prendre ça avec recul, hein. Moi, ça doit faire, j'ai commencé mon NDA, le premier, je l'ai eu en 1990. Déjà, en 90, on disait, «La formation, c'est l'Eldorado, il faut y aller». Ça a duré jusqu'en 2007. À partir de 2007, on a eu une inversion de la tendance, c'est-à-dire que on a on a dépensé tous les budgets de formation et c'est là où il y a commencé à avoir des problèmes dits de financement. C'est-à-dire qu'il y avait trop de demandes de financement par rapport au montant collecté. Ça a commencé en 2007, voilà. Et à partir de 2007 aussi, c'est là où on a parlé de réformes qui allaient réduire le nombre d'organismes de formation. À l'époque, il devait y avoir, allez, 35 000 organismes de formation. Aujourd'hui, on est à 150 000. Donc en fait, pour l'instant, l'État, quoi qu'il fasse, n'arrive pas à enrayer la croissance du nombre d'organismes de formation dans la mesure où il le voudrait. Ouais, donc maintenant, il y a une sélection qui s'opère et c'est bien normal parce que le stagiaire choisit, l'entreprise choisit et il n'y a pas que les financements publics. Voilà. Donc maintenant, l'avantage avec Calliope pour un auto-entrepreneur, c'est qu'il sait très vite ce qu'il faut faire et qu'il est rassuré par le fait d'avoir Calliope. Ça donne un coup de boost. Voilà. Alors après, ça marche pas, c'est un investissement. Mais Calliope n'a pas vocation à être la certification d'auto-entrepreneur de, de formateurs intermittents qui veulent le devenir. Calliope et la formation professionnelle n'a pas pour vocation d'être effectuée par des personnes qui veulent une activité à temps partiel, qui veulent une activité de fin de carrière. Ouais, Calliope, ça a pour vocation d'être une activité de formation pour des personnes qui ont un savoir-faire transmissible, qui ont la capacité à transmettre et un savoir-faire, des connaissances qui sont pertinentes au regard du développement économique. Et le ministre du Travail l'a rappelé ce matin dans la conférence de presse où il présentait le plan de qualité pour la formation. La formation professionnelle, ça sert à ce que des personnes s'épanouissent dans leurs activités professionnelles, hein, et ça sert à ce que, l'économie fonctionne mieux. Voilà, donc on est dans ce domaine-là et c'est ça dont il faut prendre conscience. Alors après, on peut apporter sa contribution, mais vous voyez, il faut avoir le sens. Je pense que ce que je peux vous apporter moi, du fait de mon expérience, c'est de
on n'est pas nombreux à avoir la vision que je peux avoir de la formation, mais de voir le sens dans lequel ça va et qui sera encore en train de faire de la formation dans 10 ans. Parce que tous les ans, il y a des personnes qui sortent, il y a des personnes qui font autre chose, qui retrouvent une activité de management, une activité technique, qui sortent du monde de la formation, ou certains qui prennent leur retraite. Voilà. Mais c'est une activité qui a un sens économique et social très important. Et l'acteur de cette activité travaille pour le bénéficiaire, pour le stagiaire. Alors, question suivante, posée par Lucie, c'est la question qui a été la plus votée. Je vous invite à voter pour, là où les questions qui vous intéressent le plus, s'il n'y a pas eu de réponse. Donc un prestataire freelance et non référencé sur Hedoff qui ne donne que quelques jours, de cours, dans l'ensemble de l'action de formation est-il vraiment considéré comme un sous-traitant et donc voire un NDA? Ils ont souvent un autre métier, activité à côté et ne veulent pas faire les démarches. Oui, la réponse est oui. Je pense que c'est pas, le fait qu'ils fassent, une autre activité qui est important à côté, puisque c'est le même cas aujourd'hui dans la liste, publique. On a des organismes qui font que de la formation, il y en a d'autres qui, font autre chose. On a par exemple, dans nos clients, Hermès, Decathlon et ils ont un CFA à côté, donc ils font c'est pas leur cœur de métier la formation, mais pour autant, ils ont besoin du NDA pour, exercer en formation professionnelle. Je pense que c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a le cas particulier qui ne regarde que vous, hein. Il y a un ensemble de cas particuliers. Donc, il y a le cas particulier que vous vivez, sur lequel vous faites face à un risque de contrôle. Et c'est pas nous qu'il faut convaincre, hein. Et c'est que ce jour-là, si vous avez un contrôle, qu'est-ce que vous allez dire? Voilà. Et il y a la perspective générale que j'ai décrite tout à l'heure, où la perspective générale, c'est qu'on va de moins en moins vers ce type, vers des financements sur ce type d'action de formation très ponctuelle. Mais encore une fois, c'est pas la cible essentielle, hein. C'est pas ce type d'abus. La loi est pas faite pour ce type d'abus. On considère pas ça comme un abus. Voilà. C'est très important pour vous parce que vous avez le cas, mais c'est pas ce cas-là qui vous fait vivre, enfin je l'espère, à moins que si vous faites ça à grande échelle, si vous avez 1000 formateurs, qui interviennent 1 heure, toute l'année pour faire 1000 heures de formation, là vous avez peut-être un problème. Mais si, ça ne doit pas être ce qui vous fait vivre, vous voyez, cette action. Voilà. Alors, je dirais si je la quand moi je la comprends, c'est qu'en fait vous vous dites: «Tiens, j'ai un risque par rapport à ça». Voilà. Donc là, il faut avoir une maîtrise du risque. C'est-à-dire, combien ça va me coûter? Si j'ai un contrôle, ça peut me coûter 4 500 € et donc là, je gère le risque. Un entrepreneur, il gère du risque. On n'est jamais complètement clair, par rapport à la réglementation. Je pense qu'en France, c'est impossible. Il y a toujours un risque parce qu'on ne voit pas tout. Voilà. 4 500 €, plus le déréférencement. Ouais, tout à fait. Oui, surtout, oui, c'est vrai. Mmh mh. Oui, oui. Oui, parce que l'adresse, il va vous déréférencer. Alors après, oui, voilà, si vous avez ce sous-traitant-là, vous le déclarez comme sous-traitant, à la Caisse des dépôts. L'idéal, ce serait de faire en sorte que ce sous-traitant, c'est souvent possible, en fait, ce sous-traitant n'apparaisse pas dans l'action de formation. 4 mois. 4 mois de quoi? Je ne sais pas. Ah, je l'ai pas Voilà. vu. Une Ah, réac ça arrive. Déréférencement. Heu, ah oui, c'est sur la oui, durée. oui, 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 déréférencé pendant 4 mois, ouais. On a une réaction de Aude: «En tant que travailleur indépendant, en déclaration contrôlée dans une école déjà Qualiopi, je ne comprends pas pourquoi on doit nous-mêmes passer, la certification alors que nous ne faisons pas de demande de CPF. C'est cher et on doit payer pour travailler». Alors, il y a 2 arguments que j'entends assez souvent. Alors d'abord, payer pour travailler, oui, mais pour faire la différence, alors il y a un prix, financier, la certification ça coûte. Après il y a un prix psychologique, c qui est d'être en conformité avec les exigences Qualiopi, puisque Qualiopi c'est une démonstration. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est le coût. Après il y a l'opportunité que ça présente, d'avoir Qualiopi. C'est clair que ça va c'est qu'aujourd'hui, en fait, comme je le disais, c'est-à-dire que la nature de la relation qui s'établit entre vous et le donneur d'ordre,
c'est une relation qui est fondée sur le fait que le donneur d'ordre s'occupe de tout et en fait, il s'est un peu avancé quand il vous a laissé croire ça et vous, bah, vous y avez cru et là, aujourd'hui, effectivement, il y a un virage à prendre, parce que le fait qu'il y ait, alors vous, certainement, vous le faites, dans un bon état d'esprit et vous faites une formation de qualité, je n'en ai aucun doute, mais le législateur estime qu'il faut que le donneur d'ordre et le sous-traitant prouvent leur capacité à faire de qualité par l'obtention de Calliope, parce que d'autres, entités, d'autres organisations font ça et pas du tout dans le bon état d'esprit dans lequel vous le faites et donc il faut trouver un moyen de faire la différence. Alors là, ils ont beaucoup cherché et ils ont trouvé Calliope. Alors, la qualité des contenus, oui, c'est clair que la qualité des contenus pose problème et que Calliope ne l'aborde pas du tout. Alors nous, on a pris une initiative en 2019 puisqu'on a proposé, un système, une application qui permette de, hem parce que dans certains cas, dans certaines formations, le contenu, c'est très important, hein, d'ailleurs dans toutes les formations et que là, aujourd'hui, il y a un problème de contenu en formation professionnelle, mais écoutez, on doit être 10 en France à le voir et bah, vous êtes le 11e. Une question de Sylvia, des formateurs sont en portage salarial et c'est la société de portage qui porte Calliope. Sommes-nous dans la légalité? Alors, alors, il y a 2 cas. Il y a la société de portage est référencée sur Adof et donc là, le salarié est un salarié, il y a pas de problème. La société, l'organisme de formation sous-traite à la société de portage qui, référence qui emploie le salarié, qui fait la formation. La société de portage doit être certifiée Qualiopi et là, il y a pas de problème. En fait, tant que la société de portage est certifiée Qualiopi, il y a pas de problème. Il pourrait y avoir un problème si, la société le donneur d'ordre sous-traite à un sous-traitant et le sous-traitant fait appel à une société de portage. Là, il y aurait sous-traitance en cascade. Une situation de Mélita. Nous sommes organisme de formation et certifiés Calliope. Nous faisons partie d'un groupe. Nous avons des formateurs salariés et utilisons des formateurs d'une structure de notre groupe. Cette structure a un NDA, mais n'est pas Calliope. Nous signons tous les ans un contrat de prestation de service. Est-ce suffisant? Alors, est-ce qu'on alors, hem, il y a un donneur d'ordre, il y a un groupe, Il y a un groupe dans lequel on a une structure qui a un NDA et est certifiée Calliope. d'accord. Donc il y a un certifié Qualiopi, il y a une société qui est certifiée Qualiopi. Oui, Cette société certifiée Qualiopi fait appel à des sous-traitants. fait Alors, appel à une structure qui a des salariés, qui a un NDA, qui a un NDA mais pas Qualiopi. et pas Calliope. Et donc les Voilà. 2 structures ont un contrat de prestation de service. Oui, oui et alors, bah, si, la société qui est en fait, il y a une société qui est certifiée Qualiopi et c'est fréquent dans les grands groupes, hein. Il y a même parfois des dizaines de numéros de déclaration d'activité. Donc ça, c'est une organisation qui est fréquente dans les grands groupes. Alors, ils n'ont pas toujours pris le virage Qualiopi, complètement. Donc là, il y en a une qui est certifiée Qualiopi et l'autre qui ne l'est pas et bah, l'autre doit être certifiée Qualiopi. Ouais. Voilà, parce que l'autre, en fait, la société qui est certifiée Qualiopi la société, elle salarie les autres ou c'est encore une sous-traitance? Alors En fait, les quelle est la relation entre la société qui n'est pas Qualiope et les intervenants? C'est des salariés de cette société? alors c'est Mélita parle d'un groupe, donc je comprends que les 2 sociétés font partie d'un ensemble, mais je ne sais pas quelle est la Bah, relation. Mélita va nous poser sa question, merci de nous poser votre question enfin, il y a une filière pour, Thomas, pour poser des questions qu'on traitera après. Ouais. Bah, je vais noter les
le prénom et en tout cas, Mélita, vous pouvez revenir sur le chat pour apporter cette précision, pour qu'on puisse, vous répondre. Hem, alors on a Bah, je crois que là, vous voyez, on commence à découvrir, heu, on découvre qu'en France, il y a 150 000 acteurs de la formation qui détiennent un NDA et il y a 50 000 acteurs qui détiennent Calliope et donc il y a vous n'avez pas les mêmes types de pratiques et les mêmes types de problématiques et donc il y a toujours une analyse de la législation à faire, opportunités, risques, plan d'action, voilà et c'est ça qui, et voilà et comme je disais pour conclure, hein, cette phase de questions, oui, c'est clair qu'aujourd'hui, on peut, contourner, mais le mouvement est implacable parce que, heu en formation, le niveau d'exigence progresse chaque jour et le niveau d'exigence des entreprises, le niveau d'exigence des organisations, le niveau d'exigence des stagiaires. Un stagiaire en 2025, qu'il soit, qu'il ait 18 ans ou 65 ans, est plus exigeant qu'il y a 20 ans. Il est plus exigeant qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a une évolution du niveau général qui fait que, on est plus exigeant, les outils, l'accès à la connaissance, c'est très différent. Donc maintenant, la difficulté aujourd'hui, heu, c'est de savoir apprendre en fait. Voilà. Et donc la formation avant tout, c'est pas tellement le contenu, parce que le contenu on le trouve. Alors, quand même un problème de contenu quand on fait des formations organisées et que le contenu est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. C'est-à-dire que c'est pas normal que dans certaines formations, on trouve des contenus qui sont sortis, pondus par de l'intelligence artificielle ou c'est du copier-coller de textes et que c'est vraiment pas terrible. Donc ça, c'est pas normal. Il y a un problème de qualité de contenu dans certaines formes de formation. Mais aujourd'hui, les contenus de qualité, vous les trouvez, voilà, si vous cherchez et si vous savez reconnaître un contenu de qualité. Par contre, c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver, d'avoir dans la session des personnes qui veulent apprendre et en face, un interlocuteur qui va les aider à apprendre. C'est ça la qualité de la formation. C'est qui est à l'issue de la formation, j'ai appris quelque chose. C'est ça qui est délicat à mettre en œuvre. Et l'État qui a repris la main en 2005 sur la formation professionnelle, qui avant était la chasse gardée des partenaires sociaux, reprend un peu plus la main tous les ans et met en place un cadre qualité, met en place aujourd'hui ce qu'on appelle un système qualité. Donc vous pouvez toujours chercher à le contrôler, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans et après vous aurez toujours un problème. Par contre, vous pouvez profiter il faut comprendre où est-ce qu'on va et vous, vous anticipez et à ce moment-là, vous connaîtrez, plus facilement le succès. Je vous donne un exemple pour finir, hein, qui a rien à voir, mais on est une très grande entreprise, en 2019, ils venaient nous voir, ils nous dit: «Voilà, on voudrait que vous nous aidiez à concevoir un système pour que nos certifications internationales soient adossées au CPF». On leur a proposé un système, ils ont dit: «Non, on a trouvé une situation, on va se débrouiller». Et en fait, ils ont trouvé une solution de compromis, un bricolage, voilà, qui a tenu 5 ans quand même. Et puis là, ils se sont fait sortir brutalement par France Compétences et ça fait 2 ans qu'ils n'arrivent pas à revenir. Mais résultat des courses, leurs partenaires perdent des dizaines de millions d'euros, hein. Et donc pendant 2 ans, et déjà ça fait déjà 2 ans, c'est des dizaines de millions d'euros. Oui, parce qu'en fait, à un moment, vous sortez du marché et vous sortez des financements et pour revenir, il y a un travail très important à faire. Voilà Thomas, voilà. Merci François pour cette, conclusion. Merci à l'ensemble des participants, ceux qui sont restés jusqu'à la fin et même ceux qui sont partis, plus tôt, qui ont eu des obligations. Merci pour, votre participation. Les questions, j'ai noté de mon côté une évolution déjà dans la mise en pratique de ces obligations du décret, ce qui nous permet aussi de faire évoluer le contenu. Et merci aux modérateurs Paul et Rim pour, la partie, réponse aux questions. Je vous souhaite, bonne fin de journée. À bientôt, sur, un prochain webinaire sur la plateforme Noé, que j'aurai le plaisir d'animer et François, je te laisse ajouter, quelques mots avant de mettre un terme à la diffusion. Merci à vous, je crois que c'est un des webinaires les plus, interactifs qu'on ait fait. On Malgré votre, nombre, on est arrivé à trouver un bon rythme, donc vous êtes un bon groupe, vous avez raison d'être dans la formation. Je vous souhaite, une bonne fin de journée et bonne chance dans le monde merveilleux de la formation. Merci, au revoir.